La métropole bordelaise, nous y vivons tous les jours. Elle s'occupe de nos transports, de notre cadre de vie, de l'eau et de plein d'autres choses encore. Surtout d'ailleurs depuis le passage de la Cube à la métropole. Sophie Lafont, vous êtes la lauréate 2018 du prix de la thèse décerné par le Centre national de la fonction publique et territoriale, le CNFPT. Belle distinction. Merci. Qui souligne la valeur de votre travail. Bravo. Et merci d'être venu dans nos studios pour nous parler des métropoles. Sophie Lafont, vous avez recherché pendant plusieurs années, pendant votre doctorat, comment et pourquoi les métropoles, cette récente collectivité territoriale, s'intéressent aux universités et à la recherche. Du moins, si j'ai bien compris votre sujet de thèse. C'est ça. Mais je crois que c'était ça quand même. C'est ça. Voilà. Il se trouve que notre organisation territoriale française est complexe, que chaque échelon a ses compétences propres. Et on a l'impression qu'en France, on n'arrête pas d'ajouter des échelons, mais que ça fait plutôt des couches successives dans un millefeuille que de clarifier la question des compétences. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord, avant de rentrer plus à fond dans votre sujet qui travaille sur métropole et université et recherche, de nous situer un peu ce paysage institutionnel français avec cette arrivée d'une nouvelle structure, la métropole. Est-ce que c'est possible ? Oui. Rapidement, c'est ça. Depuis le 1er janvier 2015, plusieurs métropoles ont été créées sur le territoire. Alors, elles ne sont pas sorties de nulle part. Ce sont en fait des transformations d'intercommunalités, donc d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont devenus métropoles, donc un nouvel établissement avec de nouvelles compétences un peu plus élargies pour essayer de créer des très grandes villes visibles et attractives en France, mais aussi au niveau européen, voire international. C'est donc dans ce cadre-là que, pour Bordeaux, parce que je suis moi à Bordeaux, donc pour Bordeaux, la Cube, c'était déjà cette intercommunalité, c'est comme ça qu'on peut dire, qui avait déjà fusionné un certain nombre de services et de compétences, mais elle est devenue métropole, et vous dites, quand elle devient métropole, ça change. Ça change. Alors, il y a des compétences qui sont restées identiques, comme la mobilité ou la gestion de certaines voiries ou de réseaux au sens large. Et puis, d'autres compétences lui ont été donc attribuées. Je pense notamment au niveau du tourisme, par exemple, donc pour en faire un espace un peu plus complet, pas seulement en fait de la gestion de ce qu'on peut appeler la mécanique urbaine, donc le dur, mais essayer de développer un territoire qui aurait un projet un peu plus large et un peu plus cohérent politiquement parlant. Est-ce que ça veut dire, dans ce que vous nous expliquez là, est-ce que ça pourrait dire que, en caricaturant évidemment, si on considère que la Cube, elle s'occupait, comme vous dites, du dur, les tramways, les transports, les rues, etc. Les ordures. Et puis, la métropole aurait plus un projet quasiment politique, c'est-à-dire qu'elle aurait plus tendance à pouvoir avoir vrai objectif à long terme d'un développement à élaborer avec d'autres d'ailleurs, mais on serait dans une dynamique plus ouverte, plus large ? Oui, à mon avis, en tout cas, c'est comme ça que ça a été pensé. Et c'est la loi qui a prévu ça ? Écoutez, c'était essayer de mettre en place des grands espaces de ville au sein, de l'espace national. Donc je comprends bien que la loi a permis de dynamiser, en quelque sorte, d'élargir, de dynamiser, sans doute pour qu'on soit aussi, vous le disiez, à l'équivalent des grandes villes européennes et pour booster un petit peu les territoires. Mais quand vous faites ce travail, vous, ça veut dire que vous passez votre temps à étudier les textes de loi, les circulaires. Comment vous faites pour travailler ? Parce que ça doit être très très fastidieux, ça. Alors, je me suis en effet basée sur certains textes de loi qui ont été promulgués depuis 2014. Donc, d'un côté, la loi dite MAPTAM, c'est le jargon, et ensuite la loi NOTRe. Ça, c'est plus facile à retenir. La loi MAPTAM ayant créé les métropoles et la loi NOTRe, on en a plus entendu parler puisque c'est elle qui a fusionné les régions.
Et donc, ce sont des lois qui permettent à l'État de clarifier la répartition des compétences entre les différents territoires. Oui, mais alors justement, vous nous parlez de compétences, enfin moi je suis pas de votre génération, certes, mais dans ma petite tête, c'était l'État a un certain nombre de compétences, dont les universités. La région a un certain nombre de compétences, dont la formation professionnelle et les lycées. Le département a d'autres compétences, par exemple la solidarité. Qu'est-ce que tout d'un coup les métropoles viennent faire avec les universités? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. C'était l'une de mes questions que je me posais au début de ma thèse, à savoir, l'État donc conserve sa compétence en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Pour autant, les métropoles, dans la loi MAPTAM, disposent désormais de la possibilité d'intervenir auprès des universités et d'intervenir notamment financièrement. Sachant aussi que les régions sont des partenaires extrêmement importants de l'État dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, notamment avec les contrats de plan État-région. Exactement, et apportent des financements très conséquents à ce niveau-là. Donc on a un État qui conserve la compétence enseignement supérieur et recherche, mais pour autant on a des territoires, régions, intercommunalités, communes, qui interviennent de plus en plus auprès des établissements universitaires ou des écoles ou des établissements privés. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. On entend toujours les fonctionnaires, les élus dire qu'ils sont submergés de travail, de dossiers à traiter, etc. Puisque l'État s'en occupe, quel est l'intérêt que la métropole aille se mettre ça par-dessus le marché alors qu'elle a déjà tellement à faire et que peut-être elle n'honore pas toutes ses compétences? Pourquoi on pourrait en plus en mettre une autre sur le dos? Mais politiquement parlant, ça me semble cohérent dans le sens où déjà la population étudiante représente une très grande partie de la population des territoires métropolitains. C'est sur 90 000 étudiants à Bordeaux, voilà. C'est pas rien. Donc c'est déjà énorme, ça demande de traiter certaines problématiques, déjà en termes de desserte du campus. Ceux qui prennent la ligne de tram B le remarquent assez rapidement. Oui. Mais ça demande de tenir compte de l'ensemble des problématiques liées au domaine universitaire, à la présence des étudiants. Et puis derrière, c'est aussi une recherche de relations avec les universités qui apporte une certaine visibilité au territoire, une attractivité démographique, la présence d'entreprises qui peuvent rechercher la proximité avec l'innovation et le transfert de technologie. Donc on a une espèce de dynamique autour des établissements qui est tout à fait favorable pour les territoires et pour la population. Donc c'est un sujet pour les élus qui est peut-être pas prioritaire au quotidien, mais qui en tout cas en fond est tout le temps présent. Mais alors, pour découvrir tout ça, pour analyser tout ça pour votre recherche, là, c'est pas en regardant les textes de loi que vous avez travaillé. Non. Comment vous avez fait pour découvrir tout ça? Alors moi, j'ai été accueillie au sein des services de Bordeaux Métropole pendant 3 ans, puisque j'ai fait ma thèse dans le cadre du dispositif CIFRE. Oui. Donc, ce sont des conventions industrielles de formation par la recherche, où pendant 3 ans, le doctorant travaille à la fois sur sa structure d'accueil et pour sa structure d'accueil. Mais ça doit être assez compliqué, ça d'être à la fois chercheur et impliqué. Ah mais ça demande comment on fait Oui, ça demande un talent d'équilibriste pendant 3 ans pour... alors, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, garder un certain recul tout en profitant de sa présence dans les services pour observer de l'intérieur, en fait. Alors concrètement, vous alliez au bureau tous les matins à la métropole? Pas tous les matins, parce que c'est 50% du temps sur les 3 ans. Voilà, alors un matin sur 2 ou une semaine sur 2 ou selon les moments, enfin bon, d'accord. Et l'autre partie dans le laboratoire de recherche. D'accord. Mais quand vous étiez au boulot, en quelque sorte, pendant votre CIFRE, là-bas, à la métropole, vous rencontriez les fonctionnaires territoriaux, les élus. C'était quoi votre manière de travailler? Je dirais la manière d'un chargé de mission ou d'un chargé de projet. Donc j'assistais aux réunions, je travaillais avec les élus. Je participais en fait à la production au sein de Bordeaux Métropole. Oui. Sauf que ma manière de travailler, en tout cas ma manière par exemple de prise de notes, n'était pas dans le but de produire quelque chose directement utilisable et en tout cas sur le long terme pour la structure, mais plus orienté sur une prise de notes d'observation participante.
C'est-à-dire qui dit quoi, comment, quels sont les enjeux, quelles sont les postures. Bon, alors bien sûr, il était attendu que je produise des choses, voilà, mais mes comptes rendus étaient différents de ceux de mes collègues. Oui. Ils étaient vraiment orientés sur ma recherche et puis j'analysais aussi ma posture, puisque comme vous le disiez juste avant, elle est aussi extrêmement importante. Donc je voyais comment moi je me positionnais et comment je pouvais progressivement être influencée par ma présence au sein de Bordeaux Métropole. Comment j'en arrivais à défendre les intérêts de Bordeaux Métropole. Ah oui. C'est les risques. Et alors, pour sortir de ce risque, vous êtes passé un petit peu dans d'autres métropoles pour aller voir comment ça se passait ? Oui, alors j'ai pu tisser un partenariat avec l'AVUF, Association des villes universitaires de France. Oui. J'ai travaillé avec eux pendant les 3 ans, puisqu'ils se sont saisis de cette question métropolitaine. Et donc, j'ai pu assister à certaines rencontres, la plupart des rencontres avec les responsables des services enseignement supérieur et recherche des différentes métropoles créées en 2015. J'ai aussi pu interviewer l'ensemble des vice-présidents enseignement supérieur et recherche des métropoles, qui est paru dans une revue en ligne Université et Territoire, avec aussi un accès à leurs études, à leurs questionnaires menés. Donc c'est un petit tour de France des métropoles qui m'a permis de prendre de la hauteur sur le cas bordelais. On va y revenir au cas bordelais. Vous êtes sur RCF, dans l'émission Que cherche-t-il ? Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Sophie Lafont, qui a soutenu sa thèse sur les métropoles, avec l'exemple de Bordeaux, qui pour cela a été élue, repérée par la fonction publique territoriale à cause de la qualité de ce qu'elle faisait. Et elle nous explique que le passage de la Cube à la métropole n'a pas été simplement un passage formel, mais bien au-delà, un passage qui permet d'élargir des compétences et qui donne un nouvel élan aux métropoles. Sophie a eu la chance de surcroît, la chance, ou elle s'est débrouillée pour avoir la chance, on va plutôt le dire comme ça, de bénéficier d'un CIFRE, et donc elle a poursuivi son travail de thèse en étant en quelque sorte à mi-temps à Bordeaux Métropole et à mi-temps dans son labo de recherche, ce qui lui a permis de tenir une position un peu distanciée, facilitée par sa recherche aussi avec d'autres métropoles en France qui lui ont donc donné un petit peu de recul. Mais maintenant, nous allons revenir au cas de la métropole bordelaise. Avant la loi MAPTAN, modernisation de l'action publique et territoriale, affirmation des métropoles, comment est-ce que Bordeaux, très concrètement, se sentait concerné par la présence des 90 000 étudiants sur son territoire ? Enfin, Bordeaux et la Cube. Métropole. Et la métropole bordelaise, elle avait pris compte donc les problématiques liées au domaine universitaire, puisque, par exemple, le tracé du tramway est allé desservir tout le domaine universitaire de Talence-Pessac-Gradignan. C'est pour ça qu'il passe à l'intérieur du... Il passe à l'intérieur. Et non alors, pas en bordure. C'est pas un tracé inédit, il avait déjà été imaginé par Chaban-Delmas au moment de la réflexion autour d'un métro à Bordeaux. Donc le campus est desservi, pareil pour le campus de médecine, qui est desservi avec l'hôpital Pellegrin. Donc ça, c'était pris en compte, c'était le premier poste, en tout cas, de Il y en dépenses. avait d'autres ? Parce que le logement, ça relève pas de la... Non, le logement relève pas de la métropole. Voilà. Donc
Je dirais que pour Bordeaux, en tout cas j'ai pu l'identifier comme ça, qui était à l'époque peut-être en retard par rapport aux autres intercommunalités. Ah oui. Oui, parce que certaines notamment, avant, dans les années 2000, début des années 2010, s'étaient saisies formellement de cette question en votant notamment une compétence. Donc Lille avait une compétence recherche, donc soutenait la recherche par des contrats doctoraux, des contrats post-doctoraux, des financements de recherche, des financements de CIFRE, des colloques. Nantes et Rennes avaient une compétence enseignement supérieur et recherche. Grenoble aussi, non ? Grenoble intervenait aussi, mais plus sur l'aspect peut-être développement économique. Oui. Puisque dans mon travail, j'ai travaillé sur les différents types d'interventions. Oui. Donc il y a les interventions dans le cadre des compétences traditionnelles, donc des intercommunalités, ce que j'appelais le dur tout à l'heure. Ceux qui interviennent plus dans le cadre de leurs compétences développement économique, donc vont chercher à soutenir l'innovation, la recherche et l'innovation, pour venir nourrir le tissu économique local. Et puis ceux qui sont un peu plus complets, que j'appelle les métropoles de l'innovation ou de la connaissance, plutôt de la connaissance, qui, eux, interviennent, soutiennent les établissements financièrement, même en fonctionnement. Voilà, ont la vie étudiante parmi leurs compétences aussi. Voilà, donc c'est plus complet, c'est plus global. Et quand une métropole comme ça s'intéresse de manière globale au développement économique, à la recherche, à la vie étudiante et à tout ce que peut apporter une université, on peut se dire de manière hyper simple, quelle chance, ça fait de l'argent en plus, mais peut-être aussi que d'autres acteurs disent, quel ennui, ça fait des gens qui viennent jouer dans notre jeu de quilles. Oui, complètement, surtout quand on ajoute à ça des oppositions politiques, partisanes. Voilà. Mais ce qui est intéressant, d'après moi, c'est que donc, quand les métropoles se sont intéressées à ces questions, et puis la loi MAPTAM est venue donner l'impulsion nécessaire pour que toutes vraiment se saisissent de ces questions un peu plus sérieusement, elles ont travaillé à leur positionnement, c'est-à-dire elles se sont posé la question, qu'est-ce que l'on attend d'une métropole dans ce domaine ? Quel doit être notre rôle ? Et à ce moment-là, elles ont organisé des espaces de concertation avec à la fois les acteurs universitaires, mais aussi les acteurs publics territoriaux. C'est-à-dire qu'elles ont mis autour de la table les régions, les communes, les acteurs universitaires, l'État évidemment, pour essayer de ne pas se marcher sur les pieds et puis de faire en sorte d'une plus grande efficacité des mesures prises parce qu'elles auront eu l'aval de l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que ce nouvel acteur, avec cette nouvelle compétence qu'il prend et qu'il développe plus ou moins, il développe aussi une méthodologie pour que son intervention soit plus cohérente. Est-ce que ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de concertation entre l'État et la région ? Si, dans le cadre du contrat de plan, il y en avait, mais il y a plus d'acteurs. Il y a un peu plus d'acteurs, surtout que ce sont des acteurs, comme je l'ai dit, la compétence, elle appartient à l'État. Oui. Donc ce sont des acteurs qui, politiquement, se saisissent de cette question. Donc il va y avoir un affichage, des mesures prises, des investissements, et tout ça doit être mis en cohérence, puisqu'on a des intercommunalités, des communes dans toute une région qui est censée être chef de file, et donc qui doit mettre en cohérence, mais qui n'arrive pas toujours à le faire, parce que c'est compliqué, bien sûr. Elle n'a pas non plus de pouvoir de contraindre d'autres collectivités, ça n'est absolument pas ça. Donc, on a des métropoles qui, quand elles ont défini leur place sur les questions d'enseignement supérieur et de recherche, ont mis les gens autour de la table et ont posé la question de ce qui était attendu et de ce que les autres faisaient, en fait, ce que les autres faisaient déjà. Oui. Parce qu'il n'est pas du tout intéressant pour une métropole d'être la seule à agir en région. Ce serait complètement aberrant de voir débarquer des étudiants de tout le reste de la région qui viendraient grossir les rangs et les bancs de la fac d'un coup. Non, ce qui est intéressant, c'est un maillage territorial pour que tout le monde y ait accès et donc de définir une place un peu plus intéressante. J'aimais le faire.
toujours moi-même, mais je suis jamais le même. On parle dans l'album, mal dans ma peau, la maille dans la paume, l'impression que je m'ai levé. On évolue en marge, je suis né 2 fois. Quand je suis venu au monde et quand le monde est venu à moi, la couleur, c'est blanc, cassé, et la douleur j'en redemande. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps. Dans l'émission Que cherche-t-il, vous avez bien voulu venir, Sophie Lafont, pour nous parler des métropoles et de leur nouveau champ de compétences vers les universités et la recherche, notamment dans le cas de Bordeaux. Mais si vous nous parliez un peu de vous, parce que ce sont des sujets quand même assez ardus, j'imagine que quand vous étiez en grande maternelle, vous vous disiez pas « je veux travailler sur les collectivités territoriales ». Alors comment vous êtes arrivé à ce type de sujet ? Plutôt par opportunité. En fait, j'étais étudiante en histoire avant de passer à Sciences Po Bordeaux. Et il y a un partenariat qui existe entre les universités bordelaises et les universités de Californie. J'ai eu donc la chance de pouvoir partir, donc au moment de mon entrée en master d'histoire à l'université de Berkeley, donc en Californie. Et j'ai donc fait un master de recherche en histoire sur les relations ville-université à Berkeley entre 1945 et 1980. Et alors, en rentrant en France à Sciences Po, donc où vous faites votre thèse, alors quand on est comme ça dans un cadre finalement qui n'était pas si mal que ça, puisque vous avez su saisir les opportunités, vous n'avez jamais eu de moment de découragement pendant votre thèse ? Si. Ah, Ça, je pense que c'est le lot de tout doctorant. Quand, par exemple ? Je pense que le premier point d'interrogation, ce sont les élections municipales quand je suis arrivée, Oui. puisque je suis donc arrivée en décembre et au printemps suivant, la majorité changeait donc au sein de la métropole. Et c'est vrai qu'il y a donc un temps d'attente, tout doit se mettre en place, le nouvel exécutif doit se mettre en place. Donc c'est vrai qu'il y a une petite pause. Mais en fait, ça a été un vrai... s'il y a une petite pause, ça a été un vrai nouvel élan donné à ma recherche à ce moment-là. Et est-ce que, à contrario, ça vous est arrivé pendant ces années de vous dire ah là, ça y est, je le tiens vraiment, mon sujet, là, je suis au cœur, c'est exactement ça. J'ai envie de dire oui, mais si je suis honnête, je pense que non. Vous aviez eu des moments quand même de grand bonheur comme ça. Il y a des moments de bonheur, c'est vrai, dans le sens où il y a toujours un moment où tout s'éclaire et les choses s'emboîtent parfaitement. Mais c'est vrai que le parcours de thèse est quand même un parcours où on se pose constamment des questions. C'est vrai que jusqu'au jour de la soutenance, j'avais encore des interrogations sur si j'avais pas oublié quelque chose, si j'avais bien tout saisi. C'est, je pense, l'essence même de la recherche, c'est de douter. Mais là, vous avez douté, mais la thèse s'est très bien passée. Oui. Et une fois qu'elle a été très bien passée, je pense que c'est après, en plus, que vous avez eu le prix de la thèse. Comment on fait pour avoir un prix de thèse ? Le CNFPT regarde un peu partout dans les thèses et en choisit, ou bien il faut soumettre son dossier Non, il y a une campagne, une campagne annuelle de dépôt de dossier pour le CNFPT. Oui. Donc il faut envoyer, donc il faut se renseigner déjà sur les différents prix de thèse qui existent. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Et ensuite, envoyer, donc moi j'ai envoyé 3 exemplaires de ma thèse, un CV, un résumé de la thèse. Voilà, donc il faut tout déposer. Quand même un investissement, il y a un jury qui est composé d'universitaires, de journalistes, de praticiens, en l'occurrence pour le CNFPT. Et donc 2 mois après, on a le résultat. Il était bon. Il était bon. Il était bon parce que, comme ils disent, vous avez apporté une contribution remarquable au progrès de la gestion et de l'administration locale. Quand même, quel beau compliment. Merci. En tout cas, bravo. Et merci là maintenant, beaucoup. Vous continuez à travailler à la métropole ? Et donc là, je travaille à Bordeaux Métropole. Mais plus en CIFRE ? Non, plus en CIFRE. Je m'occupe du projet Opération Campus et des partenariats avec l'université. Oui, évidemment, on n'allait pas vous mettre quand même sur les projets des cuisines ou je ne sais quoi quand même. Eh bien, écoutez, bonne chance, bonne suite. Merci et puis beaucoup. Que ça permette à l'université de bien se développer. Merci Sophie. Et merci à Clément, notre technicien.